Sami Mehdi, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire d'État à l'asile et la migration. Et avec vous, on va parler de l'Europe de la solidarité. François. Ouais, j'étais un peu perdu dans mes feuilles, Nathalie, pour tout vous dire. Alors, ce nombre de réfugiés attendus en Europe est énorme. Est-ce qu'on a déjà vu pareille situation? Non. Alors non, jamais. Pour vous faire la comparaison avec la grosse crise migratoire qu'on a connue en 2015 avec les Syriens, on était sur une année, donc sur l'année 2015, au total à 1,3 million de réfugiés sur le territoire européen. Aujourd'hui, sur l'espace d'une semaine, on est déjà à 1 million de réfugiés ukrainiens sur le territoire de l'Union européenne. Donc on part d'une ampleur qui est totalement incomparable à tout ce qu'on a connu auparavant. Justement, face à cette ampleur, la décision de principe est tombée cet après-midi. L'Europe et donc la Belgique vont activer pour la première fois la procédure de protection temporaire automatique. C'est une procédure exceptionnelle pour accueillir au mieux et rapidement ces réfugiés? Oui, alors je suis extrêmement satisfait du résultat. On a négocié pendant des jours, essayé de préparer l'activation d'une directive qui n'a jamais été activée auparavant. Elle existe depuis 2001. On l'a créée après les guerres civiles en ex-Yougoslavie, où on s'est dit qu'à un moment donné, quand aux frontières de l'Europe, il y a des conflits et les personnes vont directement arriver sur le territoire de l'Union européenne, vu que c'est un pays frontalier, on doit pouvoir trouver une solution rapide. Tout autant, pour donner une petite comparaison, ce qu'a fait la Turquie par rapport à la Syrie. Là aussi, la Turquie a créé un statut spécifique pour les Syriens, vu que le premier pied qu'on met en dehors de la Syrie, c'était vers la Turquie. Aujourd'hui, les Ukrainiens qui mettent le premier pied en dehors de leur pays, ils viennent directement dans l'Union européenne. Et de là, l'importance d'avoir une directive qui donne une protection automatique à ces personnes-là. Ça veut dire qu'ils échappent ou qu'ils contournent la procédure de demande d'asile classique. Oui. Donc, de facto, ils ont tous les droits d'un citoyen européen, une résidence, un travail, une école pour les enfants? C'est exactement ça. Donc, en effet, ils passent donc par une procédure plus rapide. Ils ne passent pas par la procédure d'asile, ne vont pas au petit château pour introduire une demande d'asile et ne sont pas donc dans un centre d'asile en attendant une procédure qui généralement dure trop longtemps pour les demandes d'asile, mais donc en moyenne elle dure 1 an. Là on ne le fait pas. L'Ukrainien recevra une protection automatique d'1 an. Et elle sera prolongeable 2 fois, maximum de 6 mois, donc pour arriver à 2 ans au total. Sami Mehdi, la question, elle vient un peu de soi. Est-ce qu'il n'y a pas une forme aujourd'hui de justice à 2 vitesses par rapport à ces demandeurs d'asile? On va le voir sur ces images dans quelques instants. Elles ont été filmées au Petit Château à Bruxelles. D'un côté, des réfugiés ukrainiens, de l'autre, d'autres nationalités qui vont encore attendre. Alors, déjà, Amnesty International et d'autres sont montés au créneau. Qu'est-ce qu'on fait des autres demandeurs d'asile? Est-ce qu'eux ne vont pas être lésés d'une certaine manière? Les autres sont des demandeurs d'asile. Et donc les autres entrent au Petit Château, doivent introduire leur dossier. Ça prend du temps. Et ça prend du temps pour savoir si, oui ou non, ils ont droit à la protection internationale. Il faut savoir. Et ils fuient aussi des guerres. Pas tous. Pour vous donner une idée, vous savez combien de pourcents des demandeurs d'asile, au final, reçoivent une protection internationale? Dites-moi. 40%. Et donc, le reste ne reçoit pas de protection internationale parce qu'ils viennent d'un pays ou parce que leur situation personnelle ne leur donne pas une protection internationale sur base des conventions internationaux et du droit européen. Et donc, par rapport à cela, il y a une procédure qui doit être faite pour contrôler. Pourquoi est-ce qu'on le fait autrement pour les Ukrainiens? Oui, c'est ce que ça veut dire. Parce que l'Ukraine est à la frontière de l'Europe et tout autant que la Turquie a créé un statut différent pour les Syriens, on fait de même parce que l'Ukrainien il quitte son pays au moment où des bombes tombent partout en Ukraine, et donc il y a une nécessité à accélérer la procédure et garantir à court terme, donc pendant 1 an, un statut pour ces personnes-là, et puis il y a une évaluation qui se fait, sachant qu'il y a 1 million de personnes qui rentrent dans ces procédures-là. Si ces personnes-là devraient tous passer par la procédure d'asile, on s'en sort jamais. Donc c'est clairement la situation géographique qui est le critère principal ici. C'est ce que vous allez répondre aux Syriens, aux Soudanais, aux Yéménites, qui eux aussi fuient la guerre et frappent à la porte de la Belgique? Qui eux aussi fuient la guerre. En effet, vous savez, on parle très souvent de l'accueil dans la région. C'est important d'accueillir les gens dans la région. On oublie souvent que l'HCR précise que plus de 90%, que plus de 90% de tous les réfugiés dans le monde entier restent dans la région. Donc parfois, ce que l'extrême droite fait savoir, comme si tout le monde vient vers l'Europe, c'est faux. Mais là, aujourd'hui, c'est qui la région? Deuxième question. Entre Bruxelles et Malaga, il y a 2100 km. Entre Bruxelles et Lviv, en Ukraine, vous savez combien de kilomètres il y a? 1600. Et donc, on est la région. Il y a 2 pays entre la Belgique et l'Ukraine.
qui sont donc l'Allemagne et la Pologne. Et donc, on doit garantir qu'il y a une structure qui est mise en place pour garantir que cet accueil dans la région se fasse dans les conditions nécessaires. Et sachant l'ampleur de laquelle on parle, plus d'1 million sur une semaine, on doit donc avoir une procédure. En dehors des kilomètres, il y a des gens qui font encore plus de kilomètres parce que c'est plus loin, qui vont venir ici, qui n'auront pas la même chance, le même statut que les Ukrainiens, qui ont fait des kilomètres dans des conditions difficiles, avec des passeurs qui ont frôlé la mort. Et ceux-là vont se retrouver dans une situation différente et donc vont être moins aidés. Moins aidés ? Vous êtes un demandeur d'asile qui vient de la Syrie, par exemple, qui arrive en Belgique et qui demande l'asile. Ils sont 31 000 d'ailleurs en ce moment. Souvent, on fait la comparaison entre l'Ukrainien et les autres. 31 000 dans la structure de fait d'asile en ce moment. Historique aussi, pour vous donner une idée. Ces gens-là reçoivent un lit, reçoivent à manger. On fait des formations. J'ai travaillé énormément aussi sur l'activation des demandeurs d'asile pour leur donner l'opportunité de se former en tant qu'être humain aussi et de pouvoir contribuer à la société. Pendant combien de temps ? Tout ça, on le fait. Et donc, ces personnes-là attendent leur procédure. En moyenne, ça prend 1 an d'avoir sa réponse parce qu'il faut faire un screening correct de chaque personne. Mais ces personnes-là, en attendant, sont bien formées, reçoivent un lit, sont enregistrées. Et si ces personnes-là reçoivent la protection internationale parce qu'ils fuient réellement un danger, ce qui est le cas pour 40%, ces personnes-là font partie de la société et s'intègrent comme tout le monde. Alors la décision, elle est saluée quand même pour cet accueil rapide et efficace, on va dire, des réfugiés ukrainiens, mais il y a quand même des réactions. On pense à ceux qui, il y a quelques années, accueillaient chez eux des migrants. Ceux-là ont été poursuivis. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. On lance un appel pour que des citoyens, des civils, accueillent à leur tour des migrants auxquels on donne directement un statut de réfugié. Est-ce qu'il n'y a pas là 2 poids, 2 mesures dans une histoire ? Non, je ne sais pas qui est poursuivi. Pour vous donner une idée, moi, il y a à l'époque, on a eu des civils belges qui ont été poursuivis et condamnés même en justice. Un très bon ami à moi, qui est Henri van der Wouwer, qui est député flamand au Parlement flamand, qui a accueilli chez lui des réfugiés syriens pendant plusieurs années et qui ont été accompagnés. Oui, mais il y a eu des décisions de justice où, entre autres, des femmes ont été condamnées en Belgique parce qu'elles avaient accueilli un certain nombre de réfugiés. De personnes, non, pas de réfugiés. Donc de personnes qui n'avaient pas le droit d'être sur le territoire belge. Et donc c'est ça, souvent la discussion sur la migration, on parle de plusieurs types de migration et on les met tous dans le même sac. Mais ici, pour faire la distinction des choses. Et donc quelqu'un qui fuit réellement un pays dangereux, que ça soit le Yémen, que ça soit l'Ukraine ou peu importe, au sein de l'Union européenne, il y a une protection qui est donnée à ces personnes-là. Et je vous répète, aujourd'hui la Belgique, elle est dans le top 5 depuis des années, enfin depuis des mois surtout, dans le top 5 des pays qui accueillent proportionnellement le plus de demandeurs d'asile. On est dans le top 5 avec Malte et Chypre. Proportionnellement, c'est pas illogique parce que ce sont des petits pays. C'est ce que j'allais vous dire. Et puis il y a la Belgique et il y a l'Autriche. Donc pour vous donner une idée à quel point la Belgique est déjà solidaire, mais bien sûr, il doit y avoir un système correct, un système aussi dans lequel des personnes qui arrivent en Belgique et qui au final ne reçoivent pas de protection internationale parce qu'ils ne fuient pas un régime dangereux ou ils n'ont pas un danger de prosécution, que ces personnes-là puissent retourner aussi. Alors quand même, un gros moment positif dans toute cette période un peu plus que noire pour l'instant, c'est l'appel lancé aux communes pour une aide concrète justement aux Ukrainiens. C'est un succès, ça on peut le dire. Un succès énorme. Je suis hyper fier et souvent on parle de la manière dont les Belges regardent la migration. Et on se dit les Belges par rapport à la migration, ils sont quand même assez négatifs. Et c'est faux, on oublie souvent ce qui s'est passé en 2015. En 2015 aussi, il y a eu une énorme vague de solidarité. Et aujourd'hui, c'est le cas à nouveau. J'ai reçu plein de messages sur les réseaux sociaux de personnes qui me disaient « j'ai envie de pouvoir aider, je vais pouvoir accueillir quelqu'un, qu'est-ce que je peux faire ?» Et donc, ce qu'on a fait pour essayer d'organiser et structurer les choses, on a lancé le hashtag Place Dispo. Et on a permis aux personnes de faire savoir à leur commune s'ils avaient des facilités, de l'infrastructure ou un lit qui était mis à disposition. Entre-temps, on est 3 jours plus loin, on est à plus de 14 000 places. 14 000 places qui ont été offertes par les communes et par des personnes qui vivent dans les communes. Et le nombre de communes elles-mêmes qui ont suivi, le chiffre est très important ? Oui, hier on était à 499, aujourd'hui on est à 539 si je ne m'abuse. Sur 581 communes. Exactement. En Belgique. En période de vacances, où à mon avis il y a peut-être encore certaines communes où il faut encore lire les lettres qu'on a envoyées et y répondre. Mais donc oui, il y a une volonté énorme. Enfin, je peux vous raconter des anecdotes. Il y a eu des personnes qui sont venues devant mon cabinet, venant d'une famille de Wolvertem, une famille de Laken, et qui me disaient, voilà, on a vu les images en Ukraine, on a envie de pouvoir aider, qu'est-ce qu'on peut faire, dites-nous ce qu'on doit faire. Donc l'envie de pouvoir aider, l'envie d'être solidaire, elle est
présent au sein de la société et ça fait chaud au cœur. Alors c'est présent au sein de la société, vous le saluez, on voit votre enthousiasme face à ces réponses positives. Est-ce qu'il y aura une réponse financière? Parce que cet accueil, il va forcément coûter de l'argent, que ce soit aux communes, aux CPS, aux familles. Alors là, il y a un travail à faire, je pense, à tous les niveaux. Premièrement, au niveau européen, on a eu des discussions, j'étais au Conseil européen là tout à l'heure, on a discuté surtout de la directive qui a été adoptée, mais aussi des moyens financiers, parce que ça coûte beaucoup à la Belgique, mais encore beaucoup plus à des pays comme la Pologne ou la Hongrie, qui accueillent en ce moment des centaines de milliers de personnes. Et donc, par rapport à cela, c'est vrai que l'Europe va devoir jouer un rôle important pour créer des fonds et garantir pas seulement une question d'accueil, parce que les personnes qui sont là, il faut les accueillir, il faut les intégrer, il faut faire en sorte qu'ils puissent trouver un travail, que les enfants puissent aller à l'école. Donc il y a tout un travail à faire par rapport à cela. On s'est déjà réunis durant une conférence interministérielle avec les ministres des régions. Ça avance très très bien. Je vois qu'il y a une volonté à tous les niveaux politiques. Et maintenant, il faut faire le nécessaire. Vous avez le mot de la conclusion. Merci d'être venu dans cette émission.